Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. L'événement majeur de la semaine écoulée est incontestablement l'éruption inattendue de M. Tebboune sur la scène politico-médiatique nationale. En effet, au-delà de la forme, du support médiatique inhabituel, de l'horaire, cette intervention a surpris tout le monde. Par cette intervention en rupture totale avec la communication habituelle, lourde et stérilisante, nous avons eu l'impression que M. Tebboune voulait échapper à la censure du commandement militaire. Pour preuve, dans la vidéo enregistrée, aucune allusion à l'armée. Cela dénote un malaise, au plus grave, des différends irréconciliables quant au devenir politique de M. Tebboune. Comment expliquer par ailleurs le traitement anodin de cet événement par la presse publique et privée? Comment M. Chengriha, lors d'une visite de travail dans une usine relevant du MDN, n'évoque-t-il pas le président de la République, sa santé et son retour aux affaires? Comment se fait-il que le Premier ministre en déplacement à Msila ne fasse aucune allusion à M. Tebboune sur son retour à la scène publique? Est-ce que l'on a demandé à M. Jarrad de rompre le contrat de loyauté qui le liait au président? Qu'en est-il de la réaction du ministre de l'Intérieur suite à l'instruction qui lui a été donnée publiquement de formuler une nouvelle loi électorale? On a observé aussi le mutisme absolu des ministres, comme s'ils avaient été instruits de se taire. Toutes ces questions posent interrogation. Il est clair que les jours à venir répondront en partie à ces questionnements de temps que des informations non vérifiées, par ailleurs, circulent sur une activité, une agitation anormale du commandement militaire accréditant la thèse qu'il y aurait crise au sein de l'état-major. Quant à l'avenir de M. Tebboune et que le premier d'entre eux, à savoir M. Chengriha, n'arrive pas à faire la synthèse des différents clans qui s'opposent. Voilà à quoi est réduit le pays, où une poignée de décideurs prennent en otage 45 millions d'Algériens. M. Jarrad, quant à lui, a appelé à stabiliser le front intérieur au vu des menaces diverses à nos frontières, oubliant qu'il n'est que le Premier ministre et que ce genre d'appel est ressort exclusif du président de la République, tout comme l'appel de M. Chengriha, qui trouve sa traduction dans l'éditorial d'El Jaish. Ce dysfonctionnement est grave car il met en exergue la confusion des différentes institutions, donnant la nette impression que le pays n'est ni présidé ni gouverné. Le Hirak apparu le 22 février 2019 est l'expression massive d'un divorce profond et irrémédiable entre la majorité de la population et le régime qui commande le pays depuis l'indépendance. Cette phase politique décisive de l'histoire algérienne se déroule dans un contexte de crise régionale aiguë, au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure. Le système politique algérien, incapable de se renouveler et de s'ouvrir, semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. La situation économique du pays est dramatique. À la dépréciation du dinar s'ajoute le manque de liquidité, le pouvoir d'achat qui s'érode de jour en jour, le chômage qui s'amplifie, les PME et PMI ne pouvant plus faire face aux charges et ferment les unes après les autres. Tous ces ingrédients qui sont le produit de vos politiques mettent le pays en danger et menacent la sécurité nationale. En effet, ce qu'il y a à redouter, c'est la convergence des revendications publiques du peuple tout entier, avec les revendications socio-économiques qui pourraient embraser le pays. Messieurs du commandement militaire, vos responsabilités
sont engagés. Algérie rétro-info de la semaine. Donc on essaiera de revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité de notre pays cette semaine. On essaiera bien sûr de revenir sur l'apparition surprise du président Tebboune depuis près de 2 mois d'absence. Après près de 2 mois d'absence, Jarrad et compagnie appellent au renforcement du front interne pour préserver la stabilité du pays et l'économie au bord du gouffre. C'est le 3e sujet de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mohamed Khandaq, médecin cadre du RCD depuis Alger via Skype. C'est Mohamed Khandaq, marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'avoir Mziane Mariane, coordinateur du SNAPEST, syndicaliste. Mziane Mariane, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs et merci aussi pour l'invitation. Merci à vous. On aura le plaisir aussi d'avoir Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS depuis Alger. Cheikh Ali, marhaba bik, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, barakallahu fik. On aura Maître Nabila Ismail et l'économiste Belkacem Boukhrouf dans la deuxième partie de cette émission. Cheikh Ali Belhadj, نشكروك على قبول الدعوة. مرحبا بك مرة ثانية. السلام عليكم. نبدأ بك لو سمحت. يعني ما هي قراءتك لظهور تبون يعني في الفيديو اللي شفناه عبر يعني صفحته ولا الكونت تاع تويتر، يعني كيف يعني قراءتك لهذا الظهور؟ أولا أعيد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وللإخوة المشاركين وللنظارة الكرام. وبالطبع لا يخفى عليكم أننا نود أن نترحم على جميع موتى المسلمين والشفاء العاجل للمرضى وإطلاق سراح المساجين وعودة المهجرين إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله. أما فيما يخص سؤالكم حول الرئيس المعين المنصب الذي لا شرعية له، ولكن الناس يتعاملون مع واقع يعني أمر واقع لا أكثر ولا أقل. عندما يتحدثون عن الرئيس لا يسلمون بشرعيته، ولكن لأن الرئيس تصدر بالطبع منه سياسات سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فيضطر الناس يتحدثون من هذه الزاوية من أجل بيان الحقيقة للناس أن هذا الرئيس لا شرعية له، وأن الشرعية التي أراد أن يستردها عن طريق انتخابات الدستور أيضا باءت بالفشل. ولذلك ما زال الشعب الجزائري يعمل بكل وسيلة شرعية من أجل استعادة الشرعية للشعب الجزائري. تفضل شيخ علي، تفضل. هذا يعني في الحقيقة الأمر الذي نود أن ننبه عليه الشعب الجزائري، أن هنالك أمرين اثنين. الأمر أن الرئيس لا شرعية له، ولكن بما أنه أمر واقع ينبغي للشعب الجزائري أن يواصل في طريقه لعدم التسليم لهذه السلطة المستبدة التي اغتصبت إرادة الشعب مرارا وتكرارا. هل يعني كان مقنعا شيخ علي بالحاج في المداخلة تاعو؟ يعني هو تطرق يعني لبعض القضايا وبعض المحاور اللي تكلم عليها. يعني كيف شفت يعني الأولويات اللي تكلم عليها هو كصياغة يعني كما يقولوا قانون الانتخابات؟ يعني كيف شفت المداخلة تاعو؟ على كل حال هذه ليست مداخلة، ولا لا نعرف ظروفها،
ولا نعرف المكان الذي كان موجودا فيه، ولا نعرف طاقم طبي، ولا نعرف الحالة التي يتحدث عنها. وهذا المفروض لو كان عندنا إعلام حقيقي وإعلام يتتبع الأخبار لابد أن يطرح هذه الأسئلة وأن يذهب حتى إلى ألمانيا ولو كان عن طريق من أجل معرفة الواقع وتقديم، لأن مهمة الإعلامي، احنا في الجزائر الإعلام الصادق يعتبر محرض، مش رجل يقوم بعملية توعية سياسية. يعني هؤلاء يتلاعبون حتى بالألفاظ. الذي يقوم بالتوعية الإعلامية يعتبر محرض، والذي يعارض يعتبر عدو سواء في الداخل أو في الخارج. يعني هؤلاء يقلبون الأمور، ولذلك الوضعية نتاع الرئيس المعين غير معروفة وغامضة، بل الخرجة تاعو زادت الأمور غموضا. ثم بعد ذلك بعد شهرين انظر قارن بين ما يحدث في الدول الأخرى وما يحدث عندنا. يعني ماكرو أقل من 24 ساعة عرفوا الناس حالته وتكلم ودار، بوتينارو نفس الشيء، ترامب نفس الشيء. احنا شهرين والناس لا يعرفون لا صوتا له ولا صورة له ولا طاقم ولا إعلام، ويعني في بيت معزول في ضوء خافت، يعني كأننا دائما حتى الصورة في غموض، صورة غامضة بحد ذاتها. أما ما يأتي فيما بعد يعني سواء تحدث، لا يمكن أن نسير سياسة بلاد عن طريق تويتر أو عن طريق التليكوموند أو من ألمانيا أو من المريخ أو من ربما من عين نعجة. لسنا ندري، ما عندنا حتى حقيقة، كل شيء راه في غموض. نعم. هل يعني انت راك تشوف باللي الظهور تاع تبون يعني زاد غموض المشهد السياسي في الجزائر؟ زاد الأمر غموضا، وأظن أن المتدخلين سوف يتحدثون في هذا الباب، ولكنني أقول بكل صراحة يعني في الحقيقة نحن عندنا نظام عسكري هو الذي يحكم، وما لم تتخلص الشعب الجزائري لم يتخلص من الحكم العسكري الذي يسير الأمور من وراء واجهة سياسية، سواء بالمؤسسات التي لا شرعية لها، البرلمان ومجلس الأمة، هذو لا شرعية لهم، هذا الكلام نتاعهم لا قيمة له، هذو رفضهم الشعب الجزائري، هذو يتكلموا ولا يديروا قانون لا يمثل ولا يعبر عن إرادة الشعب الجزائري. هؤلاء هم جزء من العصابة، لكن الآن العصابة انقسمت إلى قسمين، عصابة مغلوبة راهي موجودة في الحبس، وعصابة غالبة هي التي تتحكم في الأمور. لابد أن نسمي الأشياء بأسمائها. ما زال عندنا حكم عسكري وحكم مخابرات عسكرية هي التي تسير الأمور داخليا وخارجيا، وهي التي تشرف على كل شيء. أما الوزراء عبارة عن موظفين سامين، والبقية لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن ما عندنا مؤسسات شرعية ولا رئيس شرعي ولا دستور شرعي ولا أي شيء شرعي، ولذلك لا بد من السعي إلى حلول سياسية حقيقية، لأن البلاد تحتاج إلى جميع أبنائها دون إقصاء ودون تهميش، رجاء أن نعيد بناء الدولة من جديد، وأن نعيد بناء الشعب الجزائري، ويعني الشرعية السياسية الحقيقية التي ينبني عليها تحريك الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الحالة اللي راهي موجودة في البلاد على كل حال، أنا كنت مريض لا أتابعها بالدقة التي مش كما تبون قال لك راني نتبع فيها ساعة بساعة. علاش راك مالا في ألمانيا ساعة بساعة؟ معناها راك صحيح ادخل البلاد. إذا سبحان الله راه ماكرون راه في الإليزي، ترامب شفناه في بلاده قال لك حتى بعض الناس قال لك هو يهدر بتويتر، يعني نسيروا بلاد بتويتر. حتى ترامب احنا ماناش مامورين باش نقلدوا ترامب ولا نقلدوا فلان ولا نقلدوا فلان. كل بلاد عندها خصائصها وكل شعب عنده اسلوبه في التواصل
المسؤولين. وزيد حاجه ثانيه، ترامب راه موجود في البلاد نتاعو ويدير في تويتر ويتكلم ويتحرك، وماكرو راه يتحرك، وبوتشينارو راه يتحرك، وحتى الناس اللي تلاقى بهم ماكرو راه معزلوا انفسهم والناس معروفين. احنا عندنا شهرين ما كان لا ريحه رئيس، ومن بعد يكذب على الشعب، كذب على الشعب، يقول راني نتبع ساعه بساعه. كيفها ساعه بساعه؟ وتزيد تمد لنا امور، يعني تجي لنا هكذا ترمي لنا حاجه، قال ديروا قانون نتاع الانتخابات في خلال 10 ايام 15 يوم، هكذا تساس الدول بهذه الطريقه. ولذلك هذه لعبه، والبلاد راهي في خطر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما قاله يعني الجراد شيخ علي بالحاج، قال يعني احنا رانا في خطر، ولازم يعني الجبهة الداخلية تكون قوية. انت يعني حكيت على اساس ان يكون فيه يعني توحيد الصف الجزائري. هو تكلم على هذا الشيء، نفس الشيء، يعني قال لازم يكون فيه توحيد في الصف الجزائري، لأن فيه مغامرات، يعني فيه يعني البلد مستهدف. أنت واش رأيك في الكلام هذا شيخ علي بالحاج؟ لا، أولا نحن نريد بالتوحيد اللي يأتي بالشرعية. هو بذاته لما يقول البلاد في خطر، هما اللي يدخلوا البلاد في خطر. النظام هذا هو في حد ذاته خطر على الامن الداخلي والامن الاقليمي والامن الدولي. اذا اصر على انه يمشي يعني الحكم بالقوه وبالسطوه وبتكميهم الافواه وبسجن الابرياء ومتابعتهم وعقوبتهم وسجنهم، هذا النظام هو الخطر. اما نحن ما الذي نريد؟ نحن نريد ان تكون هنالك يعني لا بد من أن تجتمع الطبقة السياسية كلها، المعتمدة وغير المعتمدة، بدون إقصاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأن يخرجوا بأرضية، هذه الأرضية تكون محل تطبيق من الجميع، وأن النظام هذا يترك المجال إلى جيل واحد آخر وعقلية واحد أخرى وتفكير واحد آخر، وكل جيل وعنده عطاءاته، وكل جيل وعنده اللبنة التي يضعها. أما هما في حد ذاتهم خطر على البلاد، هما في حد ذاتهم ما دام باقين في الخطر، وما دام العسكر الكاسكيطة نشوفوها كل يوم، يعني قريب نص ساعة غير الكاسكيطة في الأخبار. هذه ما ديروهاش قناة نتاع أخبار، هذه ديروها قناة فوق نتاع وزارة الدفاع، لا أكثر ولا أقل. يعني هل رأيتم قائد أركان يروح يدشن حتى اللباس الداخلي، لباس النوم؟ وين صارت هذه؟ ولكن شيخ علي بالحاج اسمح لي قطعتك، كاين اللي يقول لك، يعني كاين الجزائريين الآن لو يتبعوا يقول لك رانا نعيشوا في وقت صعيب. يعني انت كشخصية سياسية معروفة في المشهد السياسي الجزائري، واش راك طالب من هذه السلطة في الوقت الحالي اللي الجزائر راهي يعني تفوت في وقت راهو صعيب، يعني ممكن حتى يعني نوصلوا يعني لتهديد هذا البلد؟ اولا مش انا اللي نطالب، انا لا اطالب. انا اولا انت تعرف وكل الناس تعرف انا في حالة ملاحقة ومطاردة وممنوع من حقوقي كلها. ممنوع من حقوقي تماما على كل حال. يعني أنا لا أطالب، نحن نريد أن تتحقق مطالب الشعب الجزائري، ومطالب الشعب الجزائري ظهرت في الشعارات اللي موجود. أولا لابد أن يكون هنالك حكم سياسي شرعي، مش حكم عسكري، لا يريدون حكما عسكريا، وأن يريد أن يذهب النظام في جميع رموزه ومؤسساته، وأن تكون هنالك مرحلة، هذه المرحلة الانتقالية لا نستطيع أن نحددها. قد يجمع الناس على المرحلة الانتقالية ولكن يختلفون في تفاصيلها. هذه تكون طاولة، يكون مؤتمر، يكون اجتماع وطني موسع لمدة شهر شهرين ثلاثة يتناقشون فيه ويخرجون بقواسم مشتركة تلزم الجميع. ولكن أهم شيء هي أن يخرج الجيش من المسألة العسكرية. يعني إذا لم يخرج من تفكير السياسي أو يجعل واجهات سياسية، يعني أنت تشوف باللي يعني البرلمان الجزائري برلمان تاع الكادرة، برلمان يعني في الحقيقة المجلس الأمة
اللي هو مجلس الغمة، ماذا فعل هؤلاء؟ هذه مؤسسات كلها عفى عليها الزمن، هذه لا قيمة لها، هذه تأكل وتشرب ولا لا أكثر ولا أقل. حتى القوانين التي تصدرها لا قيمة لها لأنها مرفوضة من الشعب الجزائري. وغير ما والدليل الصفعة التي أخذها تبون بعد الانتخابات نتاع الدستور التي أراد أن يسترجع بها الشرعية. نعم، ولكن كاين فيه أصوات الشيخ علي بالحاج وحتى يعني من المسؤولين يقولوا باللي لازم نخلوا الخلافات السياسية تاعنا من جهة، لأن البلاد راهي تواجه صعوبات ويعني فيه أخطار على البلاد، يعني لازم نخلوا الخلافات السياسية تاعنا من جهة ونتحلوا بالحكمة والعقل في هذا الوقت الصعب. أولا لا يمكن لأي إنسان مهما كان إلا إذا كان منافق أن يتخلى على يعني نظرته السياسية في إصلاح البلاد والعباد. هنا كل الناس عندهم رؤية للحل السياسي وعندهم بديل، سواء كانوا من هذا الطرف أو من ذلك الطرف، كل واحد عنده. لكن بما أن البلاد في وضعية خاصة تحتاج إلى أن الإنسان يرجئ هذه الأشياء، ريثما يأتي نظام لا يمكن حتى الأحزاب السياسية كلها المعتمدة وغير المعتمدة لن تنجح في ظل نظام هو لا يعترف بالتعددية. التعددية نجحت في الغرب لأن الأنظمة هي مقتنعة بالتعددية ويعني بمتطلبات التعددية من حرية الرأي وحرية التظاهر وحرية النقد وحرية التعبير وحرية التفكير إلى آخره. هذا نظام اللي هو بحد ذاته بعد أكتوبر يعني فرضت عليه الأمور، فرق بين واحد يلجأ إلى حل سياسي هو مقتنع به وبين ظروف هي التي ألجت، فلذلك تلاعب بالتعددية. عندنا رأس واحد هو الذي كان يحكم لا أكثر ولا أقل، واليوم ما عندناش حتى رأس سياسي. اليوم عندنا شنقريحة قائد الأركان والمخابرات يعني في الخفاء، هذو اللي يمثلوا في البلاد. يكذب عليك إذا قال لك وزير هو يدير ولا مسؤول ولا حتى شيء، هذو كلهم أبواق. حتى التصريحات نتاعهم مدروسة، يقولون ما قيل لهم. عندما يقال لهم يقول غدوة روح دير بفتح الورشة الفلانية وقول فيها زوج كلمات، بل البلاد في خطر. هم الذين وضعوا البلاد في خطر ومش من اليوم، هم من 62 و92 وحتى بعد ما جاتهم الفرصة نتاع هذا الحراك الشعبي، جاتهم الفرصة باش يصلحوا الأمور ويعود الجيش إلى المؤسسة الحقيقية. اليوم طغى الجيش أكثر من أي وقت مضى، أفأتغى ولا يعني كل يوم تشوفه، كل يوم يصنع لك حدث، مرة في الإعلام ومرة في لباس النوم ومرة في الدبابة ومرة في كذا، يصنع باش يقول لك احنا رانا موجودين هنا، احنا اللي نحكموا في البلاد، احنا هم أسياد. وهذا شيء غير مقتنعين به الشعب الجزائري، وعنده الحق أن لا يقتنع بهذا الطرح. الجيش عنده مهامه لازم يرجع إليها، هذا هو. شكرا. وما لم نتخلص من الحكم الخفي للمؤسسة العسكرية، وما لم تجمع الطبقة السياسية كلها على أساس أننا في مرحلة انتقالية، هي انتقالية، وهم بحد ذاتهم راهم في مرحلة انتقالية. هم راهم يكذبوا على الشعب. هو بذاته تبون كي تسمع يتكلم كأنه في مرحلة انتقالية، وربما تبون متضارب معهم، ما ناش عارفين ولا واحد. حتى الإعلاميين ما يطرحوش الأسئلة هذه، لا في القنوات الداخلية، وما يطرحوش الأسئلة الحقيقية. هل تبون فعلا مريض بكورونا؟ وهل كورونا تدوم هذه المدة؟ هذه كلها. هل الضارب معاهم؟ هل أراد أن ياخذ سياسة هما منعوه يقولها وما يجيش يدخل؟ يا سيدي خاف على روحه، ما يجيش يدخل، قال يا ولدي حبيتوا تقموا كذا وكذا ولكن منعوني، ويسميهم بالأسماء فلان وفلان وفلان. نعم. بس الشعب أيضا يعرف. نبقى دائما في الغموض احنا إلى متى؟ على كل حال شكرا. بشفع عليك يا شيخ علي بالحاج، بارك الله فيك، نشكرك على هذه المداخلة.
Mziane Mariane qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Mziane Mariane. Désolé, on a donné donc juste le temps pour Cheikh Ali Belhadj. Vous allez être avec nous dans cette émission dans tout le temps qui nous reste. Mziane Mariane, sur donc cette réapparition de Tebboune, beaucoup parlent que cette réapparition soulève beaucoup plus de questions que de réponses. Qu'est-ce que vous en pensez, Mziane Mariane? Merci. Oui, effectivement, la gestion de la maladie du président, du flou total qui a entouré sa maladie depuis le début, moi je dirais l'énigmatique du choix de la manière dont il est apparu. Effectivement, son apparition, au lieu de, moi je dirais, donner de l'information, de la véritable information au peuple, couper court à la spéculation de tout ce qu'on a entendu effectivement, elle a suscité beaucoup plus des questions au lieu de répondre à tout ce qu'attend le peuple. Effectivement, pourquoi Twitter et non pas la chaîne nationale? Pourquoi s'adresser à la présidence de la République pour le suivi des dossiers alors qu'il y a un chef du gouvernement? Mais moi, je dirais, cela répond toujours au schéma de fonctionnement de la communication du pouvoir. Le peuple ne doit pas savoir la vérité. Le peuple ne doit pas avoir de visibilité politique. Et ceci, je dirais, depuis l'indépendance à ce jour. On a vu la gestion de la maladie de Boumediene. Malgré l'élimination de la majorité de ses opposants, il a eu toujours la hantise de perdre le pouvoir. Effectivement, maintenant, cette intervention fait beaucoup plus d'énigmes et d'énigmatiques que d'aller dans une transparence comme veut le peuple. Et sera dans l'occasion à la spéculation. Et cela, moi je dirais, fragilise le front intérieur dont il parle autant, par manque de transparence. On vit sincèrement une situation politique, économique, sociale, sanitaire des plus aiguës, qui nécessite en principe, s'il y a un bon sens, une création d'une symbiose entre les gouvernés et les gouvernants. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Et cette création de symbiose elle doit être basée sur une transparence pour dépasser la crise. Malheureusement, on assiste à une continuité d'une gestion politique qui a ruiné notre pays et qui risque aussi, moi je dirais, d'handicaper l'avenir. Si on revient au contenu, le contenu, il s'est contenté de parler des sujets très légers. La révision de la loi électorale, est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est la priorité? Il a parlé des cantines scolaires, alors que les cantines scolaires n'ont pas besoin de directive présidentielle. C'est le ministre de l'Éducation qui gère les cantines de l'enseignement moyen et l'enseignement secondaire, et le ministre de l'Intérieur, effectivement, pour les cantines du primaire qui sont prises en charge par les APC. Mais pourquoi une directive présidentielle, mais verbale? Effectivement, il a parlé maintenant de la loi électorale. Moi, je dirais, c'est un avis personnel, on a l'impression comme si on veut prendre de vitesse un adversaire politique. Parler de la loi électorale, alors qu'on vit une situation les plus, je viens de le dire, aiguë du point de vue politique et économique, au lieu de parler d'autres dossiers, on a parlé de la loi électorale. Donc ça me donne l'impression que c'est pour prendre de vitesse un adversaire ou bien un clan politique. Moi, je dirais qu'on s'attache beaucoup plus à des personnes au lieu de s'attacher à des institutions solides pour la pérennité de l'Algérie. Malheureusement, on a l'impression, comme l'a dit Giap, c'est des mauvais élèves qui retiennent pas des leçons, alors qu'on se dirige droit vers le gouffre. Si on regarde la situation économique, si on regarde la géostratégie politique aussi qui entoure toute l'Algérie, sincèrement, ça nécessite un virage à 180 degrés en répondant aux aspirations du peuple au lieu de continuer dans une gestion qui a vraiment démontré ses limites et qui a démontré aussi son échec et qui risque, je le dis,
d'handicaper l'avenir de l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Mziane Mariane. On aura bien sûr les autres sujets qui, je pense, vous aurez des réponses, surtout par rapport à la situation économique. Je rappelle que vous êtes syndicaliste et c'est une situation économique qui est très difficile pour les Algériens et pour les familles, bien sûr, algériennes. Nabila Smaïl nous a rejoint. Nabila Smaïl, avocate militante politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Azul Filaouen. Azul Filaouen. Merci, Maître Nabila Smaïl. Maître Nabila Smaïl, on va essayer juste d'écouter un passage de la vidéo de Tebboune, là où il parle, comme quoi il suit les affaires du pays heure par heure. On l'écoute et je reviens. بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة. فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض ترى الحملة الانتخابية، واليوم رانا في نهار يوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، وأشكركم مرة أخرى على هذا. Donc ça, donc vous avez entendu Abdelmajid Tebboune. Nabila Smaïl, comment donc vous avez trouvé cette réapparition de Abdelmajid Tebboune? Certes que beaucoup d'Algériens étaient surpris parce qu'il a utilisé son compte Twitter, mais aussi les priorités qui ont été dites dans cette intervention qui laissent les Algériens perplexes. En réalité, j'avais déjà répondu sur cette question devant une de vos émissions où j'avais dit que c'est une lecture que beaucoup pourraient approuver et beaucoup pourraient désapprouver. Quand vous écoutez ce passage que vous venez de faire passer, c'est un passage qui montre clairement que Tebboune ne s'adressait pas au peuple. C'est très clair. Tebboune ne s'adressait pas au peuple quand il vous dit que je suis là, je suis en train de suivre toutes les nouvelles du pays, je suis loin du pays mais je suis tout ce qui se passe. Donc il est en train de leur dire vous vous calmez, je suis encore là, c'est pas la peine de me préparer un successeur et c'est pas la peine de réchauffer le sang d'eux. Donc il est très clair que dans ses priorités à lui, ce ne sont vraiment pas les priorités du peuple. Il faut décrypter le message et comprendre que parce que si c'était adressé au peuple, il aurait fait exactement comme Macron, qui est sorti pour dire chers concitoyens, je suis atteint du Covid et je me mets en quarantaine, ou je me mets je m'éloigne, je me confine, je suis confiné. Mais là, c'est pas le cas. Maître Nabila Smaïl, juste pour apporter donc de l'eau à votre moulin, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je vais vous faire passer un petit passage de Macron, après je vous redonne la parole. On écoute Macron, ce qu'il a dit. Bien sûr, il est atteint du Covid-19. Comment ça a été la communication? On n'est pas en train de comparer, mais juste comment donc, les présidents se comportent quand ils ont un problème de santé avec leur peuple. On écoute Macron. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je me suis enregistré sur Tous Anti-Covid. Enfin, j'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés. Et l'Élysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Évidemment, j'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du gouvernement, des dirigeants internationaux,
également des membres de ma sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille. Et donc l'ensemble des cas contacts ont été appelés, sont à l'isolement et ont fait des tests. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Nabila Esmaïl. Ça me désole. Ça me désole dans le sens où nous apprenons d'une façon complètement désordonnée que Tebboune d'abord a annulé un conseil des ministres. Ensuite, il y a des problèmes techniques, donc il ne peut pas assurer ça par vidéoconférence. Ensuite, il serait malade. Ensuite, il est à Enadja. Ensuite, il est transporté en Allemagne. Donc, on nous a distillé l'information au compte-gouttes. Et personne ne sait est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et quand vous comparez, est-ce que c'est vrai qu'il est atteint du Covid ou d'autres choses. Et quand vous comparez le message de Macron qui vous dit que je me suis inscrit pour être en contact avec toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec moi pour qu'ils vérifient qu'eux aussi ne sont pas malades. Donc lui, en disant ça, il confirme réellement le diagnostic comme quoi il est atteint du Covid-19. Le cas n'est pas du tout pareil pour Tebboune. Tebboune, il disparaît pendant 2 mois. On nous donne des informations impossibles à vérifier. On nous cache l'endroit où il se trouve. Toute forme de spéculation vont Ils nous ont dit même qu'on a eu des informations à travers le fils de Tebboune. Pour vous dire que... Pour nous rappeler l'épisode du bulletin de santé de Bouteflika qui est donné par son frère Nasser Oussaïd. Mais c'est extraordinaire à quel point ils n'arrivent pas à évoluer. Ils n'ont même pas le sens de l'imagination pour être un peu plus intelligents que ça. Et c'est extraordinaire à quel point ce pouvoir, les hommes de ce pouvoir, ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. Et quand on revient au discours de Tebboune ou à sa petite prise de parole, nous voyons que les priorités, et je l'ai déjà dit dans mes anciennes interventions, j'ai dit que les priorités qu'il avait citées sont complètement dépassées par le vécu des Algériens. Moi, il me parle des plats chauds parce qu'il a neigé et qui parle du Premier ministre et de Wali et des instructions qu'il aurait données, c'est complètement en déphasage avec ce que subit le peuple algérien. Là, il y a des priorités pour le peuple et là, il parle des plats, il parle de la cantine, il parle de la rentrée scolaire comme s'il substituait à un ministre de l'éducation. C'est hallucinant comme il profite de ces 4 minutes pour complètement mélanger les choses. Mais l'essentiel de ces 4 minutes, c'est que nous avons compris qu'il a été obligé de faire ça pour dire « je suis encore là, calmez-vous ». Je suis encore... Et là, la grande surprise, encore qui rajoute de la folie à toute cette folie, c'est qu'on apprend aujourd'hui que Macron, qui est malade, a appelé Tebboune, qui est malade, pour lui dire que le dossier sur la colonisation et la mémoire collective est en marche. Et qu'il sera prêt janvier 2021. Mais c'est extraordinaire qu'on nous donne des calendriers complètement hallucinants. Alors Tebboune, il parle d'un calendrier pour dire dans 15 jours, la commission qui va préparer la révision de la loi électorale est installée, elle va me préparer quelque chose dans 15 jours.
Mais c'est extraordinaire à quel point ils sont dans des agendas complètement hors du temps. Et pourquoi le choix de Twitter, Nabila Smaïl? Beaucoup se sont posé cette question. Pourquoi donc le choix du compte personnel de Abdelmajid Tebboune, le compte Twitter? Pourquoi? Est-ce que vous pensez que le message était pour le peuple algérien, pour rassurer le peuple algérien que Abdelmajid Tebboune est là et que toutes les rumeurs que vous avez entendues, bien sûr, sont fausses? Je suis en train de suivre tout ce qui se passe en Algérie. J'ordonne quand il y a nécessité, donc je donne des orientations par rapport ou des décisions à prendre, où ce message est destiné pour quelqu'un d'autre. Bon, d'abord, l'usage de Twitter, c'est quelque chose qui a été utilisé par Boris Johnson, le premier responsable, haut responsable qui a été contaminé par Covid-19. Il avait fait une vidéo pour dire mais lui, c'est juste après les résultats, quand il a été testé positif, il a fait une vidéo par Twitter disant que je suis hospitalisé, je remercie tous ceux qui se sont inquiétés pour ma santé. Trump avait fait la même chose. Mais ils l'ont fait juste après l'annonce de leur contamination. Or, pour Tebboune, il l'a fait 2 mois après. C'est-à-dire qu'il a été malade, il a été soigné, juste il a été mis sur pied. C'est comme si on lui avait dit vite, mais la question, Nabila Smaïl, quand on fait le parallèle ou la comparaison avec Trump, on parle des États-Unis, on ne parle pas d'un pays africain. Et on sait que très bien chez nous, le débit d'Internet, même quand on fait intervenir des invités par Skype, on a beaucoup de mal. Même par téléphone, on a beaucoup de mal. Donc, on sait très bien que l'Internet n'est pas développé. Les gens, certes, les jeunes suivent les réseaux sociaux, mais pas tous les Algériens. Alors, je pourrais vous dire que d'abord, le message n'a pas été adressé au peuple, ça c'est très très clair. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur Twitter, les vidéos sont très courtes. Donc, est-ce que l'état de santé de Tebboune, le choix de Twitter, c'est relatif à son état de santé parce qu'il ne peut pas parler plus de 4 minutes, il nous a donné que 4 minutes, pas plus. En plus, c'est pas l'utilisation de Twitter qui est inquiétant, c'est la couverture de la télévision publique qui est très inquiétante. Il ne faut pas oublier que dimanche, l'ONTV a repris la vidéo après le match. Après le match qui a opposé 2 équipes militaires. Le passage de Tebboune, le passage du tweet de Tebboune est venu en second lieu par rapport aux informations du JT de l'ONP de dimanche. Donc c'est le moment et l'opportunité et l'utilisation de cette information par les médias publics qui a donné toute forme d'interprétation, toute forme de lecture, et qui a dit que cette vidéo et cette vidéo sur Twitter a surpris même l'armée, même l'état-major. Je ne parle pas de l'armée, je parle de l'état-major de l'armée. Personne ne s'attendait. Donc il y a, je l'ai déjà dit dans plusieurs interventions sur votre chaîne, j'ai déjà dit que cette vidéo démontre qu'il y a un malaise au sein du pouvoir. Entre Tebboune et l'état-major. Et j'irai encore plus loin. J'irai plus loin, si vous me le permettez, parce que dans son message, quand il a dit et il a dit j'avais l'impression qu'il était en train de renouveler son serment à Gaïd Salah. J'avais l'impression qu'il était dans sa feuille de route, parce qu'il est revenu donc un bonhomme qui est dans son propre agenda, qui est fidèle à ceux qui l'ont intronisé et qui donne des avertissements à ceux qui ont pensé qu'il était temps de s'en débarrasser pour aller vers autre chose. Dans tout ça, c'est l'Algérie, c'est la stabilité du pays qui est en danger.
Alors quand j'entends Jarrad dire il faut unir les forces... On va revenir sur cette question, Nabil Esmaïl. Restez avec nous par rapport aux déclarations d'Abdelaziz Jarrad sur donc qu'il appelle au renforcement du front interne. Mais on a été rejoint par Belkacem Boukhrouf, qui est économiste, aussi analyste politique. Belkacem Boukhrouf, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci, cher Belkacem Boukhrouf. Alors, comment vous avez trouvé donc cette sortie de Abdelmajid Tebboune, que ce soit dans la forme ou le fond? Beaucoup donc ont parlé que Abdelmajid Tebboune maintenait sa feuille de route à travers donc cette sortie qui a surpris, si on peut dire, tout le monde, comme l'a dit Nabil Esmaïl. Mais la question qui se pose, Belkacem Boukhrouf, est-ce qu'il était rassurant? Est-ce que sa sortie soulevait beaucoup plus de questions que de réponses? Quelle est votre lecture, Belkacem Boukhrouf? Alors, je pense que la première chose qu'il faudra remarquer, c'est que l'amateurisme qui a présidé à la production de la vidéo est le reflet de l'amateurisme qui est en train de s'exercer au sommet de l'État. Je ne voudrais pas leur prêter une quelconque once d'intelligence, je ne voudrais pas leur prêter une quelconque envie ou intention positive de leur part. Il y a premièrement un caractère un peu, on va dire un climat nauséabond au niveau des institutions qui sont au destiné de ce pays. Il y a un malaise profond qui fait que cela s'est produit à partir de l'effritement de tous les ports qui ont fondé le régime jusque-là. Il y a certainement aussi une crise de valeur qui doit nous interpeller tous. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tant la vidéo, mais c'est un peu l'errance qu'il y a aujourd'hui, même au sommet qui devrait être le reflet de notre souveraineté nationale. Contre la présidence de la République, contre les institutions qui lui sont directement liées, comme le ministère de la Défense, tombe dans ce genre d'errement, dans ce genre de dérapage. Je pense que l'Algérie est en train de perdre ce qui fonde un peu les États modernes. Nous n'avons plus de système de valeurs, nous n'avons plus de souveraineté, il n'y a plus de responsabilité des hommes qui dirigent le pays, il n'y a plus de crédibilité des institutions. Quand tous ces éléments disparaissent, il y a sérieusement une menace sur le pays en tant qu'État-nation, et il risque de sortir de la petite porte de l'histoire. Au-delà du contenu, au-delà de ce qui est visé comme arrière-pensée, je pense qu'il faudra comprendre que le régime ont eu lieu, les acteurs qui se partagent aujourd'hui la décision sont en train on va pas dire de faire quelque chose, ils sont en train d'improviser. C'est vraiment de l'improvisation. Ils sont en train de naviguer à vue. Ça serait malheureux qu'ils sont intelligents, qu'ils préparent quelque chose de coordonné. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont mené le pays à la ruine. Ils sont en train de foncer droit dans le mur. Je vous assure qu'ils ne savent absolument rien faire. Ils ne savent pas aussi quoi faire. J'en veux pour preuve l'inaction totale du gouvernement algérien à sa tête Abdelaziz Jarrad et tout la cohorte du ministre qui le suit. Il n'y a pas un seul ministre qui s'exprime depuis la rentrée sociale et même avant la rentrée sociale. À chaque fois qu'un ministre s'exprime, soit il commet un dérapage, soit il enfonce un peu la situation. J'en veux pour preuve celle du ministère du Commerce. À chaque fois qu'il évoque un produit ou qu'il évoque un secteur, c'est la débandade et c'est l'augmentation des prix. Les prix des produits les plus élémentaires pour l'Algérien, pour le petit citoyen algérien, ont pris une envolée. Ils sont à des taux d'inflation de 100%, notamment les pâtes alimentaires et d'autres produits de première nécessité. Le ministère de l'Industrie est en train de faire l'exact contraire de ce qui est promis. Nous assistons à des fermetures d'usines et à une véritable panne de toute l'économie nationale et de l'industrie. Une ministre de la et c'est votre spécialité, Belkacem Boukhrouf. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole parce que je veux juste enchaîner donc avec le sujet, le deuxième sujet de cette émission, la situation économique. Vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de naviguer à vue, que la situation est très inquiétante, mais le volet économique est plus inquiétant parce que ça touche bien sûr toutes les couches sociales
algériennes et surtout les travailleurs algériens. Le dinar donc a été dévalué, il a perdu presque, si on peut dire, 20% de sa valeur depuis le début de l'année. Autant qu'économiste, Belkacem Boukhrouf, comment vous voyez donc la situation de notre pays? Certes que la situation mondiale elle n'est pas aussi facile, la conjoncture de la pandémie et tout ça, mais la situation économique de notre pays est plus compliquée. Oui, et ça c'est pour une seule raison, parce que la mauvaise gestion de la crise politique a conduit aussi une aggravation à partir de la situation économique que nous n'avons pas su gérer, qu'ils n'ont pas su gérer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est eux qui ont la responsabilité de mener en tout cas le bateau économique du pays. Et nous savons tous très bien que dès lors que la crise a commencé à pointer son nez, la plupart des pays ont commencé à regarder sur l'aspect économique, sur le volet économique et à prendre des mesures d'urgence pour pallier en tout cas à cette crise et à limiter ses effets. Il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas eu de réunion d'urgence, il n'y a pas eu de comité ad hoc qui pouvait réfléchir autour des pistes qui pouvaient permettre au pays de se prémunir des effets dévastateurs de la crise du coronavirus, de la pandémie. C'est ce qui nous a mené à ce que nous vivons aujourd'hui. Il faudra savoir que déjà, naturellement, nous sommes un pays mono-exportateur et dépendant exclusivement des importations. Nous n'avons pas su diversifier l'économie, nous n'avons pas su, en tout cas, pérenniser notre stabilité économique, nous n'avons pas su assurer un minimum de stabilité financière. Il faudra savoir que quand on parle, par exemple, de la force de la monnaie ou de la valeur de la monnaie, la valeur de la monnaie se mesure au poids d'une économie sur l'échiquier mondial. Nous avons une économie faible qui participe marginalement à l'économie mondiale. Il est tout à fait naturel que notre monnaie aussi soit marginale. C'est aussi simple que ça. Mais revenons pour ce qui est de la situation économique à proprement parler, il faut noter 3 éléments majeurs. La première, c'est l'aggravation des écarts et de la fracture sociale. La pauvreté, le chômage sont en train de prendre des courbes ascendantes et elles risquent de s'aggraver à partir du moment où il n'y a pas de politique sectorielle qui permette d'endiguer les deux phénomènes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une véritable panne au niveau industriel. Toutes les industries du pays sont à l'arrêt, notamment avec l'arrêt des systèmes de transport, donc des liaisons qui permettent en tout cas, au circuit économique de s'alimenter les uns les autres. Et le troisième élément, c'est en tout cas la contraction de notre force monétaire. Nous avons les forces financières, nous avons l'habitude de renflouer nos caisses à partir des prix du pétrole qui augmentent sur le marché international, mais cette année, même si les prix se sont stabilisés à la deuxième partie de l'année, au deuxième semestre de l'année 2020, il faudra savoir que l'Algérie n'a pas vendu beaucoup de pétrole. C'est-à-dire que nos recettes pétrolières ont chuté drastiquement. Ce qui fait que nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer le minimum. Je vous dis, je discute avec énormément de présidents d'APC qui sont là pour gérer des petits budgets. Aucun des maires que j'ai pu contacter dans la Wilaya Tizi Ouzou n'a pu voter plus de 7 mois de salaire pour ses employés et ses fonctionnaires dans les mairies et les collectivités locales. Ce qui prouve que nous sommes vraiment à court de liquidité. Ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas touché de salaire, vous dites, Belkacem Boukhrouf. Non, je vous dis que pour l'exercice prochain, pour l'exercice budgétaire prochain, aucun président d'APC n'a pu trouver les ressources nécessaires pour couvrir les salaire d'une année. Il couvre pour le moment seulement 7 mois de salaire. C'est-à-dire qu'au mois de juin prochain, nous risquons d'avoir une rupture de paiement des salaires et des rétributions de la plupart des fonctionnaires algériens, ce qui va être très dangereux. Sachant que depuis déjà 10 ou bientôt une année, beaucoup d'Algériens ont cessé de travailler. Ça va être encore plus compliqué. Très bien. Restez avec nous, Belkacem Boukhrouf. On va revenir à Mziane Meryan. Mziane Meryan, bien sûr, qui est syndicaliste. Et je pense qu'il est en contact avec
des travailleurs algériens qui souffrent de cette situation économique quotidiennement, coordinateur du SNAPES. Mziane Mariane, cette situation économique, on en a beaucoup parlé, mais elle se complique. On n'a pas entendu Tebboune parler de cette crise économique qui touche notre pays, et surtout qu'on n'a pas un système économique qui est qu'on peut dire solide. Il y a même qui remettent en cause si on peut vraiment appeler une économie, s'il y a vraiment une économie en Algérie. La bureaucratie, la corruption, la fragilité des structures. Quel est votre constat donc, par rapport à cette situation, Mziane Mariane? Il y a une chose, comme on dit, qui crève les yeux. Notre économie est vulnérable et fragile, comme vous voulez de le dire, du fait que tout est rattaché au baril du pétrole. On a une économie particulière qui ne répond à aucun schéma scientifique économique international. On a une économie de store, on achète des produits de l'étranger, en achetant des produits de l'étranger, on est en train de faire vivre des familles des pays qui ont produit notre consommation, alors que ça devait se faire chez nous pour faire face aux besoins des familles. On aurait dû diversifier notre économie, profiter de l'embellie pétrolière, au lieu d'acheter, il faut le dire, c'est le temps des regrets, la paix sociale au détriment de l'intérêt de notre pays. Et s'acheter la paix sociale, tout le monde le sait, pour que l'ancien président s'éternise au pouvoir. Et maintenant, quelles sont les conséquences? Il y a effectivement la dévaluation du dinar progressivement. Elle n'est pas faite d'une façon brutale pour qu'il y ait des réactions aussi spontanées, mais c'est une dévaluation progressive que chaque jour Dieu fait. Actuellement, le dinar, il s'échange par rapport à l'euro. Il n'est pas loin du taux parallèle, dans le marché parallèle. Donc il faut s'attendre à beaucoup plus que ça, comme le prédisent les spécialistes. Et ceci, bien sûr, il se répercute sur le pouvoir d'achat des ouvriers, de la classe défavorisée. Pourquoi? Tout vient de l'étranger. Donc le fait de dévaluer, donc ça se répercute sur les produits, sur les taxes et sur le prix d'achat des produits de première nécessité. J'ai eu une réflexion en 2012 lors d'une conférence de presse où je disais on est payé en dinars, malheureusement on dépense en euros. Il y a aussi les conséquences, il y a l'augmentation des produits, moi je dirais des produits du pauvre. L'haricot a flambé sur les marchés, les pois chiches, des lentilles. Il y a aussi une conséquence qui est vraiment dramatique, il faut le signaler, c'est le déficit énorme de la caisse de retraite. Et je dirais la caisse de retraite encore des pauvres. Parce qu'il faut signaler au passage, il y a ce qu'on appelle le SSR, le Fonds spécial de retraite, qui engloutit des milliards. Ce Fonds spécial de retraite, c'est pour les hauts cadres, les ministres, et qui touche, tenez-vous bien, 100% de leur dernier salaire, et quel que soit le nombre de mois de cotisation. Alors que pour les pauvres que nous sommes, il faut cotiser un certain nombre d'années et n'avoir que 80% de la moyenne calculée. Eux, ils ont 100% de leur dernier salaire et quel que soit le nombre de mois ou d'années de cotisation. Je m'explique, vous avez été ministre pendant 6 mois, votre salaire reste à vie à 100%, c'est inimaginable. Alors que la CNR, la Caisse nationale de retraite, que je cite comme la Caisse nationale des pauvres, cette caisse risque cessation de paiement avec un déficit énorme qu'ils sont en train de faire. Maintenant, ce qui nous attend est encore beaucoup plus dramatique. Il y a la baisse drastique des réserves de change. Ceci risque de nous plonger dans une crise très grave. Et encore, on assiste à des conséquences. On ne doit pas faire de la démagogie, mais faire un virage économique-politique à 180 degrés. On doit se projeter sur les années futures pour sauver les générations futures. On doit se projeter comme les pays qui se respectent sur 2030, sur 2040. Que va être notre économie dans ces années-là? Comment faire face aux besoins? Comment sauvegarder ces générations? Je vous cite certains chiffres.
En 2014, on avait 178 milliards de réserves de change. En 2016, il est réduit à 114. En 2017, il chute à 79 milliards. 2019, 72. 2020, aux environs de 40. Et fin 2021, d'après les spécialistes en économie, il va être de 16. Donc, on risque d'arriver cessation de paiement. Mais la situation de paiement, qu'est-ce que cela suppose? On va taper à la porte du FMI. Et si on tape à la porte du FMI, les conséquences des réformes qu'ils vont nous imposer, ce sera le pauvre peuple qui va les payer. Ce sera le pauvre peuple qui va vivre ces conséquences. Donc, je crois sincèrement, on doit privilégier les intérêts supérieurs de notre pays, de l'Algérie, et non les intérêts partisans pour la sauvegarde des régimes. Voilà les enjeux qui nous attendent. Très bien. Donc on doit s'appeler, être conscient de ces enjeux et non pas jouer avec l'avenir des Algériens en essayant encore de sauvegarder un régime politique, comme je viens de le dire, qui a démontré vraiment ses limites. Très bien. Restez avec nous, Mziane Meryan. Je vais passer à Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, je sais que vous êtes juriste, vous n'êtes pas économiste, mais vous êtes en contact des familles algériennes qui souffrent parce que la situation économique est très difficile, compliquée par la pandémie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc face à cette situation? Tebboune n'en a pas parlé, personne n'en parle de cette crise économique. On nous parle de la situation sécuritaire, alors que cette crise, elle peut provoquer un ravage chez les Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Nabil Esmaïl? Moi, je vous dirais en un seul mot que la véritable menace pour ce pays, c'est bien ce pouvoir. Parce que j'ai fait un mandat et demi, parce que j'ai démissionné de l'Assemblée populaire de Wilaya de Tizi Ouzou. Je connais les potentialités des Algériens. Je sais à quel point la bureaucratie a fait des ravages la bureaucratie, comme disait Amir Khadar Bourgar, il nous disait quelque chose d'extraordinaire. C'est avec le temps qu'on a compris le sens de sa phrase. Il nous disait que depuis l'indépendance, le seul parti puissant en Algérie d'opposition au peuple, c'est l'administration. Chauffe, comment est-ce que l'intelligence de cet homme a fait de l'administration algérienne l'ennemi numéro 1 de toute initiative économique en Algérie. Si je vous racontais, si un jour vous décidiez de faire une émission sur l'investissement et que je vous racontais le périple des investisseurs, par où on les fait passer pour les faire décourager et leur faire relancer et les faire partir ou leur faire les pousser à laisser tomber, si je vous disais à quel point ce pays explose de capacités, de potentialités humaines et matérielles et naturelles. La seule chose qui va sauver ce pays, c'est la chute de ce régime qui a détruit l'Algérie. Elle a appauvri le peuple. C'est un pouvoir qui planifie la destruction des fondements de la société. Ils veulent remettre en cause l'État social. Ils veulent remettre en cause la gratuité des soins. Ils veulent remettre en cause l'entreprise publique. Ce qui vient de se passer à l'Onion, ce qui est en train de se passer par rapport aux entreprises publiques. Ils sont en train de tout faire pour privatiser encore et pour brader ces richesses algériennes. Le tourisme lui-même, le tourisme en lui seul, pourrait relancer l'économie en Algérie. L'agriculture, si vous saviez ce que me racontent mes amis qui sont à Biskra, qui sont à Oued-Souf, qui sont un peu partout, ce désert qu'ils sont en train de fermer pour l'exploiter seuls et le partager avec leurs amis du Golfe. Je le dénonce. En tant qu'Algérien, je sais que ce pays est béni. Cette Algérie ne tombera jamais. Ce peuple doit continuer à se battre pour imposer un changement. La crise de ce pays, c'est les gouvernants. Mais la crise, le problème de ce pays, la menace pour l'Algérie, ce sont ces gens qui pensent que l'Algérie est une propriété privée. Si vous saviez
les misères. Hier un groupe d'avocats, des activistes du Hirak ont dû ramasser de l'argent, acheter des denrées alimentaires et partir voir les familles des détenus parce qu'ils n'ont même pas de quoi leur prendre le panier chaque 15 jours à la visite. Il a fallu leur porter assistance. Je ne citerai pas de nom par pudeur et par respect, mais ces gens-là vont payer. Vous savez, le nombre de familles qui sont en train de demander l'aumône sur les trottoirs d'Alger, le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, le nombre d'entreprises qui ont fermé, tout ça parce qu'il n'y a jamais eu de planification, parce qu'ils ont toujours compté sur les hydrocarbures que Bouteflika et tous ceux qui sont venus avec lui, après lui et avant lui, ont toujours considéré que ce pays leur appartient et que les richesses de ce pays sont pour eux, pour leurs enfants. Il faut que ça cesse. Il faut absolument que le peuple continue à résister. Il faut que le peuple s'unisse pour imposer sa solution et pas la transition que veut le pouvoir. Parce que toute solution qui vient de ce pouvoir, ce sont des solutions qui visent à restez avec nous, Nabil Asmaïl. Restez avec nous, Nabil Asmaïl. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'aller au troisième sujet pour notre émission d'aujourd'hui. Et c'est bien sûr ce qu'a dit Jarrad, donc l'appel au renforcement du front interne. On va essayer d'écouter Jarrad et on va revenir à Belkacem Boukhrouf. الجزائر مستهدفة. عندما نقول للمواطنين بأن هناك عمليات أجنبية خارج الوطن تريد ضرب استقرار البلاد، ها هي الدلائل، ها هي الدلائل اليوم. اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول حتى الكيان الإسرائيلي والصهيونية في قرب حدودنا، ولذلك حذاري عندما نقول للمواطنين وللشعب الجزائري يجب أن نتكاتف، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا، ويجب أن نعمل بجهود بتضامن وبمحبة وبأخوة لإيجاد أحسن الطريق للخروج من هذه الأزمة. لذلك يجب على كل المواطنين وعلى كل المواطنات وعلى كل الطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن نكون بالمرصاد ونعمل جاهدين للحفاظ على استقرارنا وعي. Belkacem Boukhrouf, Jarrad dit qu'il faut donc renforcer notre front interne, surtout pour préserver la stabilité des pays. On a parlé de l'économie, dépréciation du dinar, le manque de liquidité, le pouvoir d'achat qui s'érode de jour en jour, le chômage qui s'amplifie, les PME, PMI donc, qui ne pouvons plus faire face aux charges. Tous ces ingrédients mettent le pays en danger et menacent sa sécurité. Est-ce que vous pensez que Jarrad est juste de faire cet appel? Belkacem Boukhrouf, est-ce qu'il est avec nous, Belkacem Boukhrouf? On me dit qu'on a perdu Belkacem Boukhrouf. On va essayer de le rappeler. Mziane Mariane, à vous la question. Vous avez entendu donc Abdelaziz Jarrad, le Premier ministre. Oui. Alors, donc, il appelle au renforcement du front interne et pour préserver la stabilité des pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Vous savez, je vais être un peu lent, pas lent, mais faire une analyse. La déstabilisation d'un pays, et moi je dirais, est programmée quelque part par l'impérialisme et le néocolonialisme, mais n'est pas spontané. Comme disait Kissinger, lorsqu'un événement surgit, il est programmé pour se réaliser à un temps T, mais il se réalise dans un moment opportun, en adéquation avec une certaine situation géopolitique, attendue par l'impérialisme et le néocolonialisme. L'impérialisme et le néocolonialisme jouissent et se frottent les mains lorsque les dictatures dépersonnalisent leur peuple, effacent leur histoire millénaire, décultarisent leur peuple aussi, musellent lorsque les dictatures musellent leur peuple, exercent des injustices criardes, déterminent leur système éducatif, violent, pillent les biens du peuple
Et tout ceci, il faut le dire, fragilise le front intérieur et rend ces pays vulnérables jusqu'à devenir une proie facile pour l'impérialisme et le colonialisme, à l'image de certains pays arabes que l'on connaît. Ces dictatures, moi je dirais, préparent des tombes pour leur pays. Le front intérieur nécessite d'écouter son peuple, de répondre à ses aspirations, la liberté et de bien-être. L'ère de Bouteflika a bien fragilisé l'Algérie. Il s'agit de changer de paradigme. Il s'agit d'écouter son peuple, de lui rendre la parole. Pour l'avenir de notre pays, ça c'est vraiment nécessaire. Voilà comment on construit un front intérieur. On ne le détruit pas en faisant tout ce que je viens de dire, qu'attend bien sûr le vautour impérialiste, mais aller de l'avant, écouter son peuple, se projeter sur l'avenir, sur ses besoins. Mais moi je dirais, l'enjeu d'aujourd'hui est de passer de la démocratie de façade à une véritable démocratie qui assure les libertés fondamentales et la mise en œuvre de politiques publiques de qualité au service des citoyens. Une démocratie qui permettra aux citoyens de contrôler ses richesses à travers des élus représentatifs, élus démocratiquement. Voilà comment on renforce le front intérieur, ce n'est pas avec de la démagogie. Ce que je viens de dire, certains pays l'ont vécu, il faut retenir les leçons, rendre la parole au peuple en démocratisant la vie publique de l'Algérien. Très bien. En laissant l'Algérien respirer l'air de l'indépendance qu'il n'a jamais respiré malheureusement. Merci Mzian Mariane. Restez avec nous. Je pense qu'on a de Belkacem Boukhrouf et de retour. Belkacem Boukhrouf, on avait passé donc un petit passage d'Abdelaziz Jarrad où il dit qu'il faut donc renforcer le front interne, il faut s'unir face à ces menaces bien sûr géopolitiques. Mais comment donc vous voyez cet appel? On va essayer d'écouter aussi dans le même contexte Kamel Chennine, qui est président donc de l'Assemblée populaire nationale. On écoute Kamel Chennine et je reviens à vous. المرحلة هذه لا تحتاج المقايضة، لا تحتاج أن الاشتراطات الزائدة، بل تحتاج إلى أن نغتنم الفرص المتاحة، وخاصة الفرص المتاحة في الممارسة الديمقراطية، ونوسع فضاءات المشاركة فيما بيننا. والمعركة معركة وجود، مش معركة نتناول ما من الطرف الفكري والسياسي الموجود عند البعض. فلذلك رسالتنا واضحة، أننا نريد لبلدنا أن تبقى قوية كما قال السيد الرئيس وكما قال كل الفاعلين السياسيين في البلد. بلادنا أن تبقى بلادنا قوية، وأن تبقى لحمة شعبنا منسجمة متراصة صفا واحدا اتجاه كل ما يراد Slimane Chennine, juste pour préciser donc le nom du président de l'Assemblée nationale populaire. Donc lui aussi, il appelle à cette unité. Belkacem Boukhrouf, qu'est-ce que vous en pensez donc? On me dit, est-ce qu'on a toujours Belkacem Boukhrouf? Oh, on l'a perdu, désolé. Nabila Ismail, à vous la question. D'abord, quand on a un minimum de décence et de dignité, et bon, allez, on va laisser la dignité et tout le reste de côté, on va parler de légitimité. Quand on est légitime et quand on est fort et quand on sait que le peuple est derrière son pouvoir ou les hommes de ces institutions, parce que il faut dissocier l'état du régime et l'état du pouvoir. Doula, c'est le peuple, le pouvoir, ce sont ceux-là. Quand on est sûr de ce qu'on fait, on ne lance pas ce genre d'appels sans désigner qui est ce danger. Ça, c'est d'une. De deux, comment renforcer ce front interne? Le mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est que ces phrases qui n'ont aucun sens, qui vont dans tous les sens? Slimane Chennine dit, Nabila Ismail, qu'il faut profiter de cette ouverture démocratique.
L'ouverture démocratique qui a fait de lui qu'il soit président de l'APN, d'une APN qui est en train de voter toutes les lois liberticides contre le peuple, cette démocratie qui a fait de lui, cette ouverture démocratique qui a fait de lui qu'il préside l'assemblée la plus décriée dans l'histoire de l'Algérie indépendante, cette assemblée ou cette ouverture démocratique qui continue à légiférer des lois pour empêcher tout acte de gestion et qui paralyse tous les chefs d'entreprise et tous les responsables aux têtes de toutes les entreprises. Est-ce que vous savez que tous les directeurs ont peur de gérer leurs entreprises? Est-ce que vous savez que tous les directeurs de wilaya, que tous les directeurs au sein des ministères ont peur de faire un acte de gestion, de peur de se retrouver derrière les barreaux? Arrêtons cette hypocrisie. عيب أنا كنسمع الديمقراطية على لسان هؤلاء pour moi c'est du blasphème كفر démocratie كيف نتاع هذا كفر je ne peux pas écouter ça parce que ça c'est pire que la démagogie, ça c'est un suicide politique. Je ne peux pas écouter ce genre de personnages qui sont en train de prendre des salaires astronomiques à ne rien faire et au contraire à légiférer des lois pour mettre en prison les Algériens, à légiférer des lois antisociales, des lois anti-peuple, des lois anti-démocratie, des lois anti-vie. ويجي يقول لي أنا الجبهة الداخلية، أنا الجبهة الداخلية، يقرب n'importe lequel. L'Algérien est fort. L'Algérien est courageux. L'Algérien, personne n'osera le mettre à genoux. L'Algérien connaît ses ennemis, connaît ses priorités. L'Algérien veut sauver l'Algérie. Il la sauvera de l'ennemi intérieur et il empêchera l'ennemi extérieur de rentrer. Donc il faut absolument déjouer ce complot qui vise à nous détourner de l'essentiel. Merci à vous, Maître Nabila Smaïl. Le temps que ça prendra. Merci à vous, Maître Nabila Smaïl. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Belkacem Boukhrouf, est-ce que vous êtes avec nous? Belkacem Boukhrouf? Oui, je suis là. Ah, très bien. Je vais vous donner le dernier mot de la fin très rapidement. Belkacem Boukhrouf, Abdelaziz Jarrad, donc il appelle donc à renforcer le front interne face bien sûr aux menaces et pour préserver la stabilité du pays. On a entendu aussi Slimane Chennine qui est président de l'Assemblée. Quelle est votre lecture par rapport à ces appels? Est-ce que vous pensez qu'on doit s'unir pour faire face à ces défis ou le problème c'est un problème politique et qu'il faut écouter le peuple algérien quand il demande à réformer le système? Il faudra savoir que si l'Algérie s'est prémunie un peu des attaques des autres, c'est parce que le peuple s'est tenu toujours prêt à défendre la souveraineté du pays, contrairement au gouvernant qui était le premier à aller vendre la mèche et à aller marchander leur maintien auprès des puissances occidentales. Souvenez-vous qu'Abdelkader Ben Salah et bien d'autres ministres sont partis quand même chercher les louanges et le soutien et même la couverture de la plupart des chefs d'État européens, etc. Nous nous souvenons tous de la rencontre Poutine-Abdelkader Ben Salah. Voilà. En tout cas, quand on parle de front interne, réellement, on parle des fronts citoyens. Les citoyens, ce sont les Algériens qui sont sortis de la rue pour demander un changement radical. Cette main tendue par le peuple a été coupée par le gouvernement qui cherchait à se maintenir à la tête du régime. Il faudra savoir que l'engagement du citoyen auprès de ses gouvernants se mesure par la confiance que les premiers accordent de second. Il se trouve qu'il n'y a absolument aucune confiance qu'on peut accorder à ceux qui ont ruiné le pays, à ceux qui l'ont jeté dans la rapine, dans la corruption, et aussi, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous donner comme ça un indice sur une véritable déchéance nationale. Le nombre de jeunes qui prennent le péril de la mer pour aller traverser l'Algérie et aller vers l'autre rive de la Méditerranée est aussi expressif et aussi parlant pour comprendre qu'il n'y a absolument rien à investir dans un tel régime. Il n'y a absolument rien à espérer. Et moi, je sais très bien que quand ces deux responsables, si on peut les appeler comme ça, parlent de la nécessité de s'engager,
en fait, c'est un cri de détresse parce qu'ils savent qu'ils sont complètement isolés. La seule chose que ces gouvernants ont réussi, c'est l'échec. Ils ont réussi à créer le vide autour d'eux. Le problème, c'est qu'en créant le vide, ils ont ruiné le pays et ils risquent de le faire disparaître. J'espère que nous serons suffisamment, en tout cas dans un avenir proche, nous serons suffisamment bien armés et bien mobilisés pour les empêcher de faire sortir l'Algérie de la petite porte de l'histoire. Merci Belkacem Boukhrouf. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je vais retenir une phrase qui a été dite par Mziane Mariane. Le front intérieur nécessite d'écouter son peuple. J'espère que nos invités, que leurs femmes savent faire le couscous. Sinon, leurs familles sont en danger, comme l'a dit donc Malika Bendouda, qui est ministre de la Culture. On écoute Malika Bendouda. C'est juste pour finir cette émission avec une touche, on peut dire peut-être positive pour les uns et peut-être négative pour les autres. الحياة بتنوعها بعمقها باستمراريتها ربما ما فيش بيت خلا من الكسكس لأنه وجود الكسكس بالبيوت كان يرتبط ارتباطا كبيرا باستمرارية الحياة والمرأة التي لا تحسن تحضير الكسكس مش الطهي تاعو يعني وتحضيره وتحويل الحبة إلى وتكويرها وتدويرها المرأة اللي ما تعرفش تقوم تمثل تهديدا لعائلتها فارتباط الحياة بهذه المادة الأساسية أقول أنها أساسية لأنها مرتبطة بطبيعة المنطقة طبيعتها الفلاحية وطبيعتها الثقافية. تهدت على المرأة الجزائرية على حساب مالكة بندودو, ministre de la Culture. On remercie tous nos invités. Juste pour rappeler que Mohamed Khandaq, médecin cadre du RCD, s'est retiré de cette émission. On ne sait pas pourquoi. On s'excuse. On aurait aimé qu'il ait participé dans ce débat. Mziane Mariane, on remercie Mziane Mariane, l'économiste Belkacem Boukhrouf et Ali Belhadj, vice-président du FIS qui était avec nous, Maître Nabila Ismail, avocate militante politique. Merci d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair.